sur les faits. Bien sûr. Il y a un jingle là. Et au bout de 40 minutes, on fait passer le micro dans la salle. D'accord. Ce qui est pas la même exercice que le Parlement tout à l'heure. D'accord. C'est beaucoup plus interactif. Là, c'est autour de toi. Bonjour à tous, merci d'être là aussi nombreux autour d'Irène Frachon que nous avons dû ferrer à l'autre bout de la France pour la faire venir et un immense merci de cet effort considérable pour venir éclairer les Strasbourgeois et puis participer à cette interrogation grand public sur l'argent et la santé. Irène Frachon est pneumologue au CHU de Brest. Et elle a joué un rôle décisif dans l'affaire du Benfluorex, que vous connaissez peut-être plutôt sous le nom de Mediator, commercialisé par les laboratoires Servier entre 1976 et 2009, qui aurait provoqué au bas mot la mort de 500 personnes. Irène Frachon est pour moi le modèle même du lanceur d'alerte. Je pense qu'elle a d'immenses qualités qui lui ont fait voir et découvrir, j'allais dire, la face cachée du monde de la santé dont on a déjà parlé plusieurs fois ici. Et je pense que la transparence s'impose quand on regarde ce sujet de l'argent et de la santé. On va un petit peu aller regarder et mettre notre nez dans les coulisses de la santé et de la médecine, où parfois l'odeur n'est pas si bonne, mais je pense qu'on s'impose d'aller regarder ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et c'est pourquoi je remercie infiniment Irène Frachon d'avoir accepté notre invitation. Irène Frachon, racontez-nous l'histoire du Mediator. Merci de votre invitation. C'est vrai que je suis très, très heureuse de venir à Strasbourg et en plus la journée est magnifique, mais c'est très loin de Brest. Je vous remercie de votre invitation. Je vais vous parler, moi, d'une affaire qui a été malheureusement, et c'est un témoignage, pour moi et pour beaucoup, une rupture de confiance qui s'est traduite par, et même une fracture de confiance dans un monde de la santé dans lequel j'évoluais avec un petit peu le sentiment général que ça se passait plutôt bien. Et donc la thématique relevée de ce forum avec l'argent est aujourd'hui à mes yeux particulièrement éloquent parce que je vais vous en parler rapidement, vous rappeler ce qu'est cette affaire, mais je vais la regarder aussi avec ce prisme particulier qui est celui du rapport à l'argent et dans quelle mesure cela peut être un fil conducteur pour lire l'histoire du Mediator. Il se trouve que je combats depuis 8 ans aux côtés des victimes du Mediator pour obtenir d'abord la reconnaissance et espérer une certaine forme de réparation d'un immense drame sanitaire puisqu'il a été responsable de la mort de centaines de personnes et de l'invalidité grave de milliers d'autres. J'ai cru au départ, et je vais vous raconter très très vite les fondamentaux de cette histoire, qu'il s'agissait essentiellement, ce qui est à mes yeux, je fais juste un aparté pour vous dire quelque chose. Je vais prendre différents éclairages de cette affaire. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, je ne vais pas citer des noms. Un certain nombre de comportements dont je vais vous parler sont qui devant éventuellement des instructions au pénal, qui devant des procédures d'indemnisation, etc. Mais à ce jour, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de condamnation. Et pour moi, l'essentiel est d'abord le témoignage de ce que j'ai pu voir, lire et essayer de comprendre de cette histoire terrible.
Donc je reprends l'affaire du Mediator était initialement pour moi la découverte et la mise en évidence de ce que je pense être un crime industriel et probablement la conséquence aussi d'un certain aveuglement des autorités de santé, des régulateurs, de défaillances diverses, complexes dans l'organisation sanitaire qui a laissé échapper, et pendant longtemps de manière tout à fait souterraine, non vue, un drame sanitaire d'une telle ampleur. Pourquoi ce combat dure depuis 8 ans et n'est pas terminé à ce jour? C'est parce que petit à petit, les obstacles que j'ai vus se dresser ne sont pas seulement ceux du crime industriel, mais petit à petit, à chaque étape de cette affaire-là, se dresse le pouvoir de l'argent. Et le pouvoir de l'argent qui, dans cette affaire-là, je parle d'un témoignage qui concerne une affaire précise, mais qui peut permettre de donner une grille de lecture différente du rapport de la santé et de l'argent. Et donc je vois se dresser face à ces patients intoxiqués, empoisonnés, des murs qui ne leur permettent pas à ce jour de réparer un petit peu ce qu'ils ont subi. Et cela est le fait essentiellement, pour moi aujourd'hui, en tout cas en grande part, du pouvoir de l'argent. Je vais vous redire très très vite de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que c'est l'affaire du Mediator? Il y a environ 25 ans, un produit coupe-faim a été commercialisé en France et a été responsable de nombreux décès par des maladies rares et des maladies notamment qui attaquent les valves du cœur. Ce médicament a été retiré en 1997, après que les Américains se soient également aperçus de sa toxicité. Ce médicament s'appelait l'isoméride. Et on a pensé à ce moment-là en avoir fini avec le drame de ces coupes-faim. Il y avait quelques dérivés aussi associés à l'isoméride, qui était un dérivé d'une drogue dont chacun connaît le nom, qui s'appelle l'amphétamine. Les Américains ont découvert, élucidé le mécanisme de cette toxicité terrible, s'attaquant, détruisant les valves cardiaques chez certains, jusqu'à les conduire à l'insuffisance cardiaque et au décès. Et c'était le fait d'une transformation de ce coupe-faim dans l'organisme une fois qu'on l'a absorbé et qui devient ce qui s'appelle un métabolite, c'est-à-dire c'est une molécule qui est coupée en petits morceaux une fois absorbée dans l'organisme, et un métabolite extrêmement actif, une substance extrêmement active se mettait à circuler dans l'organisme et allait électivement se fixer sur les valves du cœur et dans certains cas les détruire, parfois très vite. Et le nom de cette substance s'appelle de la norphenfluramine. Donc c'est un processus qui est complètement mis à plat entre 1997 et 2000. Et c'était une affaire dont j'étais témoin à l'époque et qui déjà m'avait laissé interrogative sur la façon dont nous l'avions traitée en France, car cette molécule était commercialisée par un laboratoire français et représentait ce qu'on appelle un blockbuster, c'est-à-dire une manne financière absolument gigantesque, puisque vraisemblablement plus de 7 à 10 millions de personnes en ont consommé seulement en France. Et cela aboutissait bien évidemment à des profits considérables pour une molécule facile à fabriquer. Et j'avais été choquée à l'époque, d'une part par le fait qu'il a fallu aux autorités françaises plus de 7 ans pour se décider à interdire, oser interdire un médicament qui était donc une poule aux œufs d'or d'un côté pour les industriels, mais une menace mortelle rapidement identifiée pour les patients. Et après l'éclatement de ce drame, aux États-Unis, il y a eu une action collective pour que les patients puissent être indemnisés, qui a abouti à des sommes considérables de plusieurs milliards de dollars en indemnisation. Et en France, rien. C'est-à-dire que la plupart de ces victimes sont décédées depuis, sans jamais avoir été reconnues ou même indemnisées, en dehors de 2 ou 3 victimes après des combats judiciaires farouches. Et c'est quelque chose qui avait laissé un goût très amer et très interrogatif déjà sur manifestement un pouvoir financier qui dépassait l'intérêt des patients. Et puis en 2007, très exactement, donc c'est il y a 8 ans de cela, je m'aperçois que des patients sont exposés à une substance, ce fameux Mediator, présenté comme un antidiabétique, mais pour lequel j'avais quelques doutes, parce qu'on m'avait laissé entendre que ça aurait un lien avec l'isoméride.
La réponse du laboratoire à laquelle j'avais posé la question a été totalement sans ambiguïté et il n'y avait aucun lien possible entre l'isoméride et le Mediator, et notamment le métabolisme, c'est-à-dire le devenir de cette substance dans l'organisme, était radicalement différent. Donc il ne pouvait pas y avoir d'effet indésirable commun, malgré les quelques observations qui m'avaient troublée. Et puis, par chance, un petit peu comme dans une enquête policière, j'ai pu avoir quelques indices qui m'ont laissé sur cette voie de l'alerte et de l'interrogation. La première chose, une alerte venant d'une revue médicale indépendante qui s'appelle la revue Prescrire et qui disait qu'il y avait un lien, qu'il y avait une ressemblance entre le Mediator et l'isoméride. Et puis d'autre part, j'ai pu avoir accès, grâce à des collègues pharmacologues, à des documents qui n'étaient pas publics, qui n'étaient pas accessibles, qui étaient gardés au sein de l'Agence du médicament et qui, très clairement, montraient que la transformation métabolique du Mediator était bien en norfenfluramine. Et c'était connu depuis les années 2000. Malgré cela, le Mediator a été massivement commercialisé en France et même a vu ses ventes exploser parce que, en tant que finalement coupe-fin caché, il a remplacé l'isoméride interdit et il a été distribué au total à plus de 5 millions de personnes en France jusqu'en 2009. Il me suffisait à moi, en tant que médecin, en 2007, une fois que j'avais compris qu'il y avait ce poison, simplement, si je puis dire, d'aller exhumer et déterrer les morts et les victimes. Je l'ai fait dans un petit hôpital à Brest, en allant chercher avec des codes informatiques des dossiers médicaux de patients qui étaient décédés ou qui avaient souffert de valvulopathie grave. Et il suffisait de chercher le meurtrier, cette petite pilule qui avait été, dans 70% des cas de ces valvulopathies inexpliquées, administrée aux patients des mois ou des années avant l'irruption du drame. Donc la démonstration était faite pour un petit hôpital de province, l'hôpital de Brest, et il suffisait de calculer cela sur 33 ans de commercialisation sur un territoire comme celui de la France, et on arrive à ce chiffre affolant, terrible, qui a été maintenant confirmé par des épidémiologistes, publié, également confirmé par le rapport d'expertise pénale qui est actuellement déposé à l'instruction et qui est entre 1300 et 2000 morts liés à ce médicament. C'est comme les accidents de la route, il en faut 5-10 fois plus si on compte les grands invalides et qui sont bien évidemment ma grande préoccupation aujourd'hui. Voilà donc l'histoire incroyable du Mediator, c'est-à-dire qu'il a été possible que dans un système aussi verrouillé, aussi contrôlé que le système sanitaire français, qu'un poison identifié puisse être en libre circulation, remboursé par la sécurité sociale à 65% entre 1997 et 2009 à plus de 5 millions de personnes. Alors, que se passe-t-il et quelle est la part de l'argent dans tout cela? Une boîte de Mediator, c'est 5 €. Ça permet de traiter pendant 10 jours, et de traiter ou d'empoisonner, et un mois de traitement, ça fait 15 €. Si on rapporte cela à peu près à la commercialisation du Mediator, on peut estimer que ça a rapporté environ 1 milliard, pas loin, d'euros de bénéfices aux commerçants de ce médicament. Il est probable que les coûts actuellement en matière de santé liés aux conséquences de ce médicament, bien évidemment, dépassent complètement ce chiffre-là et sera bien évidemment très difficile à calculer de façon définitive. Alors, pendant l'affaire, je vais d'abord revenir à... Alors, est-ce que je peux t'interrompre? La question qui nous vient tout de suite, tu as démontré par quel mécanisme il y a une toxicité sur les valves cardiaques et on pouvait déjà penser qu'on connaissait cette toxicité antérieurement. Ma question seconde est, est-ce que les scientifiques qui travaillaient pour le laboratoire Servier et est-ce que la direction de Servier savait cela? Oui. Alors, justement, je voudrais revenir parce que comment une telle chose est possible? Donc c'est bien la question. Comment une telle chose est possible? Est-ce qu'il s'agit d'un seul crime industriel dont il s'avérera que nous aurons peut-être une clé dans un procès pénal à venir? Mais est-ce qu'il y a autre chose derrière qu'un aveuglement
ou une confusion ou une erreur du système médical français. Et c'est bien ce qui m'a obsédée dès le départ, pour comprendre pourquoi on en était arrivé là. Alors, quelques indices. Juste, moi j'ai eu peu de choses. Il y avait des indices pendant que se déroulait cette enquête, jusqu'au retrait du Mediator en 2009. Lorsque je demande au laboratoire quel est le lien entre le Mediator et l'isoméride, je reçois donc un courrier émanant d'un directeur chargé de l'information au sein du laboratoire donc concerné, et qui m'explique qu'il n'y a pas de lien du métabolisme, de la formule chimique entre les deux molécules. Et je tique sur une chose, c'est la signature de ce médecin qui est à la fois à l'information d'un laboratoire et par ailleurs, sur la même carte de visite, il était dit qu'il était trésorier de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique, la SFPT, qui est la société savante qui réunit la majorité des pharmacologues et des responsables de la pharmacologie en France, notamment experts à l'Agence du médicament. Donc il en était le trésorier. Alors, on va suivre cette toute petite histoire parce que moi je me suis dit, comme vous, que quelque chose n'avait pas été vu, n'avait pas été compris, mais qu'après la publication, après le témoignage de mon livre, qui a pourtant été d'abord censuré par la justice, il y aurait une indignation générale, pas seulement des citoyens, mais également des agences de santé, des experts furieux d'être roulés dans la farine, des pharmacologues, des cardiologues, des diabétologues qui ont prescrit cette molécule et qui ont été trompés sur sa nature, des médecins généralistes, etc. Ça n'est pas ça qui s'est produit. Je suis simplement le fil de cette petite histoire. Ce médecin qui m'a répondu qu'il n'y avait pas de lien entre Mediator et isoméride, il a fallu une campagne de presse extrêmement forte pour qu'il pose sa démission de cette société après l'éclatement du scandale du Mediator. 2 ans plus tard, il était candidat pour être inclus dans le conseil d'administration de cette société savante et élu. Donc il y siège actuellement. Je continue, donc il a été élu par des pairs et notamment des médecins, leaders d'opinion, membres de ces sociétés savantes et par ailleurs experts à l'Agence du médicament. J'arrive à l'éclatement de l'affaire du Mediator. Le laboratoire, bien évidemment, proteste sur des chiffres, là encore, en disant « c'est pas possible qu'on nous accuse de cela puisque ça ne représentait que 0,7% de notre chiffre d'affaires. » Donc, on est dans les chiffres. Mais cela dit, l'affaire éclate et un certain nombre de mécanismes se mettent en place au niveau des enquêtes administratives, enquêtes pénales, mais également sur le plan réglementaire, avec des enquêtes qui vont ouvrir ou des missions d'information au sein du Parlement et au sein du Sénat, et on va un tout petit peu les suivre. Alors, et puis, au niveau également de l'indemnisation. Que va-t-on apprendre ou comprendre ? Pour moi, il y avait à ce moment-là, outre donc cette affaire de tromperie d'un industriel, la possibilité d'une immense confusion, sans doute, de conflits d'intérêts, d'amitié, de collaboration, de proximité, mais peut-être pas, ou en tout cas je n'en avais pas vu l'émergence de gros sous. Et pourtant, la suite va montrer que l'argent se dresse derrière et qu'il concerne l'ensemble des acteurs de ce drame sanitaire. En ce qui concerne tout d'abord déjà l'instruction pénale qui s'est ouverte début 2011, qui s'est déroulée pendant 3 ans et qui a été l'objet de très nombreuses perquisitions, auditions, saisies de documents. Un procès pénal est en attente. Mais aujourd'hui, un certain nombre d'experts qui étaient experts au sein de l'Agence du médicament, à des très hauts niveaux de responsabilité, sont mis en examen pour des chefs qui s'appellent prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, corruption. Et les sommes que j'ai vues passer, qui étaient à la fois en réalité reçues d'une main de la part de l'industriel, éventuellement via des sociétés écrans, basées en Allemagne par exemple, et d'une part, donc, d'une main, les sommes qui étaient pour ces experts qui ont eu
à l'Agence du médicament à donner des avis très régulièrement sur le suivi de la commercialisation du Mediator sont tout à fait conséquentes. Alors, là encore, il ne s'agit pas d'accuser, il s'agit de donner juste une idée que l'argent est bien là et qu'il est sonnant et trébuchant. Un des grands responsables de l'Agence du médicament a été, je dirais, alerté de nombreuses reprises pendant la commercialisation du Mediator, puis il a pris sa retraite de l'agence et on a découvert à ce moment-là que dans les semaines qui ont suivi le fait qu'il quitte l'agence, il recevait un premier chèque de plusieurs centaines de milliers d'euros de la part du laboratoire qu'il était chargé de surveiller auparavant, et que sur une dizaine d'années, ce montant dépasse les 1 million d'euros pour des rapports d'experts qui sont facturés à peu près 10 000 euros la feuille. Ça, c'est le calcul, c'est sorti dans les journaux qu'en avait fait l'instruction. Donc, quel est le lien entre une certaine... la façon dont on néglige, on ne voit pas, on détourne les yeux d'un problème et le bénéfice qu'on peut en attendre ensuite. Je passe maintenant, en ce qui concerne l'affaire pénale, bien évidemment, parmi les parties civiles, il est aussi question de gros sous. L'agence, la caisse d'assurance maladie demande plus de 300 millions d'euros simplement en remboursement de ce médicament à partir du moment où on savait qu'il était dangereux et aurait dû être retiré du marché. Je vais prendre un autre exemple qui est celui des missions d'information. Il y a une mission d'information à l'Assemblée nationale et une autre au Sénat, qui ont abouti à des rapports, qui ont fait beaucoup parler et qui pointaient un certain nombre de failles dans la pharmacovigilance et qui proposaient des réformes importantes pour le contrôle du médicament. Quand j'ai lu le rapport du Sénat, je l'ai trouvé curieux. Il y avait des choses qui ne collaient pas et qui minimisaient cette réalité brute qui est la dissimulation volontaire de la nature dangereuse du Mediator. Et on a appris, quelque temps plus tard, qu'il y avait eu en réalité des rencontres et des échanges constants entre le rapporteur, donc sénateur, rapporteur de cette mission d'information, un grand professeur de médecine, des responsables du laboratoire Servier pour réécrire ce rapport du Sénat de manière à minimiser les torts de l'industriel et à charger l'Agence du médicament. Grâce à des écoutes, ce fait-là a été connu par les juges d'instruction qui ont pu élargir leur saisine et fouiller cette question-là. Et là où les protestations des uns et des autres visaient simplement à dire « mais c'est parce que par amitié j'ai voulu aider, j'ai pensé que c'était très difficile, etc. » Derrière, il y avait sur ces années-là 300 000 euros de versés à un professeur de médecine pour des services à ce jour non identifiés, qui n'étaient que probablement ses services de conseil. Là encore, comment vous dire cela ? Un certain nombre de ces événements sont des événements qui seront peut-être un jour jugés ou condamnés, d'autres qui sont peut-être légaux. Tout dépend de la situation que l'on a au moment où les choses se font. Si on est un expert public, si l'on peut effectivement tomber sous le chef de trafic d'influence. Mais à travers tous ces exemples-là, ce que j'ai vu surgir, effectivement, c'est le spectre de l'argent, et je ne l'attendais pas plus que vous probablement, dans ces circonstances, et au vu de la gravité de ces faits. Donc là, je vous ai parlé des missions d'information. Alors, on a quand même toutes ces missions, le rapport de l'IGAS, ont pointé qu'il y avait des conflits d'intérêts et qu'il y avait quelque chose à mieux réguler, plus de transparence. Quelles sont ces conventions très rémunératrices qui sont versées entre les médecins et les industriels et qui peuvent aboutir à de tels dérapages, à de telles dérives ? Il y a eu donc une loi qui a été votée par, dite la loi Bertrand, fin 2011, pour remettre plus de transparence au sein de ces relations indispensables, mais extraordinairement dangereuses, exposées entre le corps médical et les industriels de la santé. Je vous rappelle que la santé n'est pas un mot magique
qui écarte les tentations, bien évidemment, de la délinquance que l'on appelle à col blanc. Ça n'est pas sanctuariser la santé, et c'est malheureusement une des leçons de cette affaire-là. Donc il y a eu des lois, on pourra en reparler tout à l'heure lors de la table ronde sur les conflits d'intérêts, et qui ont permis, il y a un site que vous pouvez aller regarder sur ça s'appelle transparence-santé.gouv, quelque chose comme ça, et sur lequel vous pouvez introduire le nom d'un industriel, le nom d'un médecin, le nom d'un expert, et regarder tout simplement avec qui il travaille, de qui il touche des bénéfices, de l'argent, des voyages, des invitations, avec qui il signe des conventions. C'est très important de pouvoir consulter cela, c'est très partiel, car on a accès au montant des avantages en nature sans contrepartie, c'est-à-dire tout ce qui va être invitation, frais d'hébergement, etc. On n'aura pas accès au montant des conventions. Mais simplement sur cela, un certain nombre de journalistes sont allés consulter ces bases et ont fait leur compte pour voir si, dans l'après-Mediator, il y avait toujours une intense collaboration et échange d'avantages ou de cadeaux, pour dire les choses envers les médecins, de la part des industriels. Et les chiffres sont extrêmement impressionnants, puisque par exemple, entre 2012 et 2013, les 5 plus gros industriels pharmaceutiques ont consacré plus de 20 millions d'euros pour simplement en frais, je dirais, de bouche, d'hébergement, d'invitation. Donc c'est absolument gigantesque. Un journaliste a fait une belle enquête l'été dernier pour savoir si, par exemple, le laboratoire en cause avait un petit peu mis la pédale douce, ou peut-être les médecins auraient mis la pédale douce sur, finalement, des liaisons dangereuses, pour découvrir qu'en réalité, simplement l'année, je crois, 2012 ou 2013, 43 000 signatures de conventions et d'avantages avaient été signées entre ce laboratoire et des médecins. Donc il est difficile aujourd'hui de parler d'après-Mediator, ou du moins des avantages, des cadeaux, et pour certains, une vie de nabab sont toujours la règle, y compris alors que de telles affaires ont pu éclater et ont pu éclairer ce que j'appelle des comportements de pharmacodélinquance. Je vais passer maintenant du côté des patients. Là, je vous ai parlé des médecins, de cette transparence et de cet après-Mediator qui, à mes yeux, aujourd'hui n'en est pas encore un, puisque je n'ai pas vu, et je ne suis pas la seule, de réels freins et le sentiment que cette transparence n'a pas encore fait complètement tomber les masques ou permis une vraie prise de conscience des dérives possibles de ces relations. Du côté des patients, il y a eu, je vous avais dit que l'affaire de l'isoméride s'était soldée pratiquement par une impunité et une immunité totale en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Et le sentiment quand même, c'est que quand ça ne vous coûte rien, il n'y a pas de raison de se priver et de ne pas continuer quand ça rapporte beaucoup. Ce qui est en gros le résumé de l'affaire du Mediator. Il fallait que les choses changent. Malheureusement, il n'y a pas de possibilité de class action en France, et c'est quelque chose qui est maintenant inclus dans la prochaine loi santé du gouvernement, mais qui sera certainement compliqué à mettre en place en France, mais sur lequel nous sommes très engagés. Donc, en l'absence de class action, comment mener ce combat de David contre Goliath, de ces patients ou proches de disparus dans une situation souvent absolument désespérante, d'invalidité grave, de handicap, d'absence de moyens, pour les aider simplement, pour venir à leur secours. Comment faire ? Les procédures au civil sont aux frais du plaignant, et c'est un combat qui peut durer 10 ans, 15 ans, avec des frais d'expertise qui peuvent dépasser 10 15 000 euros. Vous imaginez que ça n'est pas à la portée de la majorité de ces personnes. Nous en avons beaucoup discuté à l'époque avec les politiques, et c'est quelque chose que je tiens à souligner, il y a eu un front politique uni, suprapartisan, de François Autain, du Front de gauche, en passant par Gérard Bapt, du Parti socialiste, et jusqu'à Xavier Bertrand, de l'UMP. Il y a eu un front politique que je n'ai pas vu du côté de la communauté médicale pour dire non, et pour dire il faut se mettre au service de ces gens et
débloquer, arriver à les aider. Et ça a été le vote à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 31 juillet 2011 d'un principe d'indemnisation de toutes les victimes du Mediator. C'était en 2011, nous sommes en 2015, et même à ce niveau-là, ça reste un combat, et parmi les composantes de ce combat et les difficultés, il y a certes la mauvaise volonté du payeur, qui a pourtant les moyens, qui est le laboratoire responsable pour l'immense majorité de ces dégâts. Donc il faut, je dirais, on se bat corps à corps, dossier par dossier. Mais il y a aussi de l'autre côté, j'ai découvert l'argent qui n'est pas pour les victimes en France. C'est mal vu. Une enquête de sociologie montre que 80% des cardiologues en France, qui sont des gens très bien, considèrent qu'il n'est pas normal d'indemniser les victimes du Mediator, à moins qu'ils souffrent vraiment de maladies extrêmement évoluées, pré-mortem ou post-mortem, où là, ça peut se discuter. C'est-à-dire des gens qui ont vu leur vie basculer, une grande inquiétude, des lésions irréversibles au niveau du cœur, de toute gravité, n'ont rien à demander, alors qu'elles ont été empoisonnées. C'est l'idée de plus de 80%. Là, l'enquête portait sur les cardiologues, mais je pense que ça dépasse très largement et que ça touche la prise en compte de Alors, comment ça s'explique ? Comment ça s'explique ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une culpabilité de leur part de l'avoir prescrit ? Comment expliquer cette surdité devant les indemnisations qui pourtant ne les concernent pas eux-mêmes ? Je pense que il y a plusieurs choses. Et justement, l'idée générale, c'est qu'on est dans une innovation thérapeutique continue, qu'on est dans une ère du progrès thérapeutique portée par l'alliance industrie et médecins et qui doit bénéficier au plus grand nombre, forcément, puisqu'on travaille pour la santé, pour le bien, et que ne peuvent être rentables finalement que les entreprises qui réussissent. C'est un petit peu ça l'idée générale. Et à côté de cette marche triomphale, il y a les voix discordantes. Il y a les éclopés et ceux qui se retrouvent dans le fossé. On a vécu ça avec l'industrie automobile. Il y avait 18 000 morts sur les routes dans les années 70. Aujourd'hui, il y en a 4 000, parce qu'on a pris conscience de la réalité du drame que vivaient ces gens, alors que personne ne remet en cause l'utilité, l'intérêt bien évidemment de l'industrie automobile, des transports. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que on ne va pas forcément, quand on prend en compte ces... Excusez-moi, parce que j'ai une mauvaise bronchite, je devrais aller voir un bon pneumologue. On en a des bons et des honnêtes à Strasbourg. J'en connais, j'ai de bons amis pneumologues à Strasbourg. Lorsque l'on est obligé de prendre en compte les éclopés, les invalides, les accidentés de ces progrès industriels, et ben ça complique tout. Et ça coûte cher. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu une interview d'un grand leader d'opinion de la cardiologie française, d'une société savante, qui a déclaré ceci. Je l'ai sur mon iPhone, mais je m'en souviens par cœur. Je crains qu'au total, l'affaire du Mediator, finalement, ne ralentisse l'innovation et finalement apporte plus d'inconvénients au plus grand nombre que d'avantages. C'est-à-dire que la prise en compte de ces victimes est d'abord considérée souvent comme... alors en France, je ne sais pas pourquoi. Aux États-Unis, c'est tout à fait différent, même s'il y a des dérives tout à fait anormales et que je ne cherche absolument pas à transposer ce système en France. Le fait que ces gens n'ont rien à demander et que ce sont des prévaricateurs, qui font ça pour de l'argent, qu'ils exagèrent leurs plaintes. Donc il y a quelque chose qui ne s'entend pas du tout et qui est très très largement partagé par toutes les associations de victimes, notamment d'accidents médicaux, que j'ai pu rencontrer ici ou là depuis, et notamment d'accidents médicamenteux, comme par exemple les victimes du Distilbène. Donc on n'a rien à demander. Il y a quelque chose de très, très dur, et on parlait de bienveillance ou de malveillance. Moi, j'entends de la malveillance à l'égard de ces gens-là. La deuxième chose, je vous dis, c'est que c'est une note discordante dans un système qui rapporte beaucoup d'argent,
et finalement qu'on a envie de présenter constamment sous son meilleur jour, parce qu'il permet de ne pas se poser trop de questions et donc de ne pas se refuser, je suis désolée de le dire, mais la vie extrêmement favorisée, enviable, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan financier, d'un grand nombre de nos grands médecins. Je suis désolée de le dire, mais c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est absolument une évidence. Quand je vois que même après 2000 morts, pour un certain nombre de médecins, il n'est pas question de refuser les subsides de tel ou tel laboratoire. C'est qu'il y a donc quelque chose qui dépasse la prise en compte de ces victimes. Peut-être qu'à l'inverse, effectivement, dédommager ces victimes, mais ébranle trop ce qui est en réalité un système économique qui est interrogé et mis en cause. Ce que je vous dis là est très dur, très brut de découvrage. J'ai bien conscience que je ne fais pas dans la dentelle. Je pense que c'est une affaire qui doit nous interroger. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps pareil, que c'est partout pareil. On en reparlera tout à l'heure dans le débat sur les conflits d'intérêts. Un certain nombre, bien sûr, de nous médecins, moi je fais partie de cette communauté que je critique, y compris dans ces collaborations avec l'industrie, y compris dans les avantages financiers, de qualité de vie, de ceci, de cela que peut apporter ce type de collaboration. Mais ce qui me frappe aujourd'hui, c'est effectivement une surdité à l'impact de ces questions d'argent dans le positionnement, dans le raisonnement, dans la posture, dans la défense nécessaire des concitoyens. Et je pense que tant que cet aveuglement, qu'il n'y aura pas une meilleure formation, une meilleure prise en compte, on vivra d'autres médiators, peut-être pas d'ailleurs dans le domaine du médicament. Moi, je pense beaucoup aux questions autour, par exemple, des dispositifs médicaux. Enfin bon, bref, ça, est-ce que je peux vous interrompre 2 secondes? Oui. Le Mediator était un poison grave. Oui. Il ne servait à rien, poison mortel. Donc on est vraiment dans quelque chose de très, si je puis dire, pur. Poison grave, donc grâce à vous, Irène, on a vu, et c'était très visible, on a pu mesurer les conséquences négatives. Oui. Mais on se dit qu'il doit y avoir d'autres poisons moins graves qui sont toujours en vente, oui, et dont on aura du mal à mesurer les effets néfastes et pour lesquels on aura du mal à les retirer. Alors, c'est plutôt une question prospective. Allez, ne comptons pas sur la vertu des laboratoires. Allez, ne comptons pas sur la vertu des médecins. Comment se fait-il que nous ne pouvons pas, dans notre pays, utiliser les données, par exemple, de la Caisse nationale d'assurance maladie, parce qu'on pourrait très bien presser sur un bouton avec les millions de patients qui sont soignés et dont les données sont accumulées dans un sous-sol dans l'ouest parisien, comparer la mortalité des patients sur Mediator à la mortalité des patients hors Mediator. Alors, avec les cohortes de patients qu'il y a là-dedans, on devrait pouvoir voir des choses de manière indépendante. On parle beaucoup de moi, je suis devenue un petit peu un symbole de cette affaire du Mediator. Je n'ai jamais été seule, jamais. Et mon expérience particulière, le fait que j'avais été témoin du drame de l'Isoméride, ont fait qu'effectivement, j'ai été un petit peu le fil qui n'a jamais lâché cette affaire et qui a permis petit à petit aussi de faire émerger... Enfin, j'étais impuissante face au drame de l'Isoméride. J'ai rencontré l'affaire du Mediator et pour des raisons qui vous semblent certainement évidentes aujourd'hui, je n'ai pas lâché cette alerte-là parce que c'est un peu comme une piqûre de rappel. Il y avait quelque chose qu'il fallait impérativement éclaircir. Je n'aurais jamais pu le faire toute seule et je l'ai fait avec des collègues cardiologues, je l'ai fait avec des collègues scientifiques qui font de la recherche, pharmacologues, avec plus tard des citoyens il y a une personne dont je vais vous parler et qui va répondre à votre question dans le même temps. Lorsque j'ai été chercher dans mon petit hôpital les dossiers des patients sur des codages informatiques pour essayer de savoir si derrière ces valvulopathies se cachait bien cette molécule meurtrière et que je la retrouvais pratiquement à chaque fois, nous avons alerté avec l'épidémiologiste Catherine Hill, qui m'a beaucoup aidée dans cette démarche,
un médecin de santé publique qui travaille à la caisse d'assurance maladie, qui s'appelle le docteur Alain Veil. Ce médecin travaille pas dans une cave, sur les immenses bases de la caisse d'assurance maladie qui ont les codages de nos maladies hospitalisées et de nos remboursements de médicaments pour plus de 60 millions de concitoyens. Et il se trouve que le jour où je suis venue à l'Agence du médicament pour parler de mes inquiétudes sur le Mediator, juste avant moi, mais je l'ai réalisé plus tard, les experts de la caisse d'assurance maladie, l'assurance maladie étaient venus voir les gens de l'Agence du médicament pour leur dire « Vous savez, maintenant, nous pouvons croiser les bases des maladies hospitalisées avec les remboursements des médicaments. On ne pouvait pas le faire jusque-là, mais ça y est, nous avons la technologie qui nous permet de dire telle personne hospitalisée, on peut aussi consulter de quel type de médicament elle a été remboursée dans les quelques années qui précèdent. Ça n'a pas été entendu. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir que lorsqu'on s'est posé la question pour le Mediator et qu'on savait que la partie serait très dure à jouer, Catherine Hill a contacté ce médecin, je l'ai eu au téléphone, nous avons échangé, il a pris mon affaire très au sérieux, il a fait le job. Il a pris sa base de 60 millions de consommateurs de Mediator en 2006, on ne pouvait pas remonter avant, on était en 2009, parce qu'au bout de 3 ans, pour des raisons d'anonymisation et de préservation de l'anonymat, les bases sont effacées. Ça, c'est encore quelque chose qui, d'ailleurs, va être remis en question, enfin, est remis en question. Il a pris toutes les personnes qui avaient donc le million de diabétiques, isolé les 40 000 personnes qui avaient consommé du Benfluorex, regardé quels avaient été les événements cardiovasculaires en 2007, 2008, 2009. Et c'est grâce à cela que l'on a pu faire ces évaluations d'au moins 500 morts, calcul qui a été fait par Catherine Hill à partir des chiffres de la Caisse d'assurance maladie, puis aujourd'hui un certain nombre d'autres informations. Il l'a fait sans prendre l'autorisation de ses supérieurs et il est un lanceur d'alerte qui a été extrêmement menacé à différents moments au sein de son travail. La Caisse d'assurance maladie a néanmoins, et les responsables, quand ils ont compris l'impact de ce drame, ont pris l'affaire en main de manière courageuse et forte. Et je n'ai rien à dire là-dessus, mais ce que je sais, c'est que le docteur Alain Veil a pris des risques inouïs pour pouvoir porter cette alerte. Ça n'est pas mon livre qui aurait suffi. Il a fallu ce chiffre apporté par la Caisse d'assurance maladie. La leçon a été retenue et depuis, il y a effectivement un travail et des collaborations très importantes sur de l'argent public qui se mettent en place entre des chercheurs de l'INSERM, entre des chercheurs en pharmaco, en épidémiologie, entre des chercheurs qui travaillent au sein de l'Agence du médicament et les bases de la Caisse d'assurance maladie. Et ça aboutit à un certain nombre de croisements pour des médicaments suspects et toxiques. Et Israël Nissan connaît très bien la question des pilules. Il y a eu une crise des pilules, il y a eu, si vous voulez, un tremblement de terre, et comme je dis, il y a eu des répliques après. Et parmi ces répliques, il y avait la question des pilules. Personne ne nie bien évidemment l'intérêt immense et libérateur de la contraception, notamment par œstroprogestatif. Ce sont, comme toute substance active biologiquement, des produits qui ont des effets secondaires possibles, et notamment des risques de phlébite et d'embolie pulmonaire. Et il se trouve que des jeunes femmes qui avaient consommé des pilules de 3e ou 4e génération ont souffert d'embolie pulmonaire et ont réalisé qu'il y avait peut-être, ou même certainement, en tout cas, des interrogations sérieuses sur un surrisque de ces pilules de 3e et 4e génération par rapport à des générations dites plus anciennes. C'est toujours l'attrait du neuf. Hein. Les médicaments nouveaux, les médicaments plus chers sont toujours mieux vus et par les médecins et par les patients. On a nous aussi à nous former vis-à-vis de ces questions-là. Et qu'a fait la Caisse d'assurance maladie? Elle a repris toutes les cas de ces jeunes femmes qui avaient eu des remboursements pour des pilules de 2e, 3e génération. Elle a regardé quels avaient été les événements en termes de phlébite et d'embolie pulmonaire et elle a pu confirmer qu'il y avait en effet un surrisque lié à l'utilisation de ces pilules. Mais ça a été plus loin. Donc ces pilules ont été déremboursées, il y a eu un retour... Mais elles venaient d'être remboursées, c'est ça le problème.
ces pilules existaient depuis 25 ans et Madame Bachelot en 2009 décide de les rembourser. Ouais. Pourquoi elle les a remboursées si on avait des données qui permettaient de penser qu'elles avaient plus de risques? Oui, mais alors ça, je pense que ça mériterait une mission d'information parlementaire, notamment sur les lobbying qui ont pu instiller des messages trompeurs sur l'intérêt de ces pilules et le fait qu'elles étaient soi-disant plus naturelles, plus ceci, plus cela. Donc il y a un vrai sujet à creuser effectivement pour savoir pourquoi on en est arrivé là. Et d'ailleurs, j'ai une toute petite info qui n'est pas très rassurante. Une étude qui vient de sortir dans une étude scientifique qui vient d'être publiée de chercheurs américains qui ont montré que depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, le délai entre les premiers morts d'un médicament et le retrait de ce même médicament du marché n'ont pas varié. Ils sont en moyenne de 4 ans. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. Toujours est-il, je reviens aux pilules, la Caisse d'assurance maladie a fait, avec les experts de l'Agence du médicament, des projections pour savoir, après ce déremboursement, quel va être le gain. On devrait avoir un gain et économiser des embolies pulmonaires chez les jeunes filles. Et donc, ils ont repris ces grandes bases et ils confirment que l'année 2013, on a économisé 500 embolies pulmonaires chez des jeunes femmes du simple fait du déremboursement de ce médicament. Actuellement, ces initiatives se multiplient. Mais il faut, là encore... Mais là aussi, manque de transparence. Tu nous donnes des chiffres. Ils sont publiés. J'ai pas vu les publications. Alors, je vais te les faire passer. J'ai pas vu les publications parce que c'est extrêmement important que chacun, que les gynécologues, que les médecins qui prescrivent ne soient pas comme ceux qui ont prescrit le Mediator dans le noir. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas d'informations, ils peuvent prescrire légitimement. Je ne pense pas qu'un médecin ait envie de prescrire du Mediator s'il a l'information que ce médicament est très nuisible. Alors, je dirais que l'affaire du Mediator, je vous en ai révélé là un côté très sombre et un petit peu déprimant. Heureusement, ça a effectivement bousculé, pas suffisamment, et on pourra y revenir, la prise de conscience du corps médical vis-à-vis de la réalité de ce drame reste encore incroyablement timide, par rapport même d'ailleurs à la prise de conscience des citoyens, que vous êtes tous, parce que j'ai eu de multiples messages, lettres, courriers de citoyens qui ont compris la gravité de cette affaire. C'est la même chose du côté d'ailleurs des médias qui ont admirablement relayé ce drame du Mediator. Il y a eu une prise de conscience très forte au niveau des politiques et très curieusement, ou pas très curieusement justement, c'est ça qui doit interroger, cette prise de conscience est beaucoup plus fragile et beaucoup plus timide, pour ne pas dire autre chose, du côté du corps médical. Mais pour en revenir aux effets bénéfiques, parlons de bénéfices, ce que Israël Nissan appelle de ses voeux et devient une réalité. Et dans la prochaine loi santé, ça va aller plus loin, mais je te ferai passer toutes ces informations. De très nombreux contrats de collaboration sont signés au sein de l'agence, au sein d'équipes INSERM, au sein d'équipes d'épidémiologie avec la Caisse d'assurance maladie pour pouvoir exploiter ces extraordinaires bases de données qui nous permettent effectivement très rapidement de vérifier que des personnes qui ont eu tel ou tel remboursement de médicaments ont plus d'ennuis de santé par rapport à ce qui était attendu. On peut comparer, c'est extraordinairement puissant, mais ça n'est pas... c'est une des façons, bien évidemment, d'aborder ces questions de pharmacovigilance. Il y en a d'autres, et ces autres façons, c'est l'enseignement, la formation du public, du grand public et des médecins aux influences et aux messages trompeurs qui peuvent amener à surprescrire des médicaments. Et quand on surprescrit des médicaments, on prend des surrisques par définition, à moins de prescrire des placebos. C'est-à-dire qu'il y a un effet biologique. Je ne parle pas du cas du Mediator qui était vraiment un produit pur. Vous avez bien compris, c'est une affaire en ce sens tout à fait exceptionnelle. Et puis, il y a maintenant la possibilité, par exemple, de déclarer des effets indésirables graves
Du côté des médecins, qui le font rarement, moi la première, parce qu'on a autre chose à faire, parce qu'on ne sait pas ce que ça devient. Mais ça devrait être obligatoire. Parce qu'etc. C'est obligatoire pour les professionnels de santé, mais c'est une obligation rarement respectée. Mais c'est aussi possible maintenant pour le grand public. Vous pouvez vous-même, sans avoir l'aval de votre médecin, si vous pensez que tel ou tel effet pourrait être lié à un médicament, le déclarer directement en ligne sur le site de l'ANSM. Donc il y a une part citoyenne également dans cette veille. Je voudrais revenir juste un petit mot pour que chacun comprenne. Les événements thromboemboliques dans la pilule, c'est de l'ordre de 1 à 2, 3, 4 pour 10 000 patientes. Chaque médecin soigne 1000 ou 2000 patientes pour les gens qui travaillent énormément. Donc individuellement, aucun médecin ne peut voir ces effets. Car s'il pouvait les voir, bien entendu, il serait alerté. Donc il n'y a que des études énormes qui peuvent nous révéler. C'est pour qu'on n'ait pas l'impression que des médecins qui voient des accidents sur le nombre de... Je suis d'accord et pas d'accord. Alors, vas-y. Alors, je suis d'accord dans le fait qu'effectivement, et c'est par exemple un souci qu'on rencontre beaucoup avec le Mediator, mais ça a été exactement la même chose avec les pilules, c'est que la fréquence faible des accidents graves, ceux qui marquent les médecins, sont suffisamment faibles pour qu'un médecin n'en voit que un par an, ou un dans sa carrière, ou un tous les 2 ans. C'est tout à fait normal. Beaucoup de cardiologues viennent me voir en me disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire du Mediator? Moi, j'ai que 2 malades qui ont été opérés. » Et je dis « Oui, et gros malin, il y a 6000 cardiologues en France. Donc, 2 malades par cardiologue, ça fait combien de patients opérés des valvulopathies? Et moi qui suis à l'autre bout du spectre, je reçois les courriers et les dossiers de ces expertises, et moi je vois effectivement, avec cet effet de loupe grossissante, ces centaines et milliers de victimes. Mais lorsqu'il y a, je crois que les médecins doivent avoir la notion de ce que j'appelle la pointe émergée de l'iceberg. C'est-à-dire que, bien évidemment, dans l'affaire du Mediator, ce qui était un peu compliqué, c'est que le laboratoire planquait la dangerosité potentielle. Donc, l'affaire du Mediator, il y a plusieurs ressorts à cette histoire pour comprendre un tel drame. Et la première chose, c'est la tromperie, comme les prothèses PIP, où on planquait un gel en mettant que c'était un gel certifié, c'était un gel pas certifié, et on échangeait les étiquettes. C'est exactement la même chose, et ça relève du même processus. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a quand même une connaissance d'un risque, il y a vraiment une chose à éduquer pour les médecins. Un patient peut être la pointe émergée d'un iceberg. Alors, tout le monde ne va pas scoltiner le travail de, peut-être que j'ai fait par exemple avec le Mediator, au point d'en perdre mes jours et mes nuits, d'aller chercher ces dossiers pour aller extirper, c'est un petit peu compliqué, donc il faut confier ça à des spécialistes. Mais la première chose, c'est de faire ce rapport de pharmacovigilance. Et par exemple, je pense que les embolies graves observées chez les jeunes filles, y compris à Brest, dans la majorité des cas, il n'est même pas indiqué dans le dossier qu'elle était sous pilule. Donc il y a quand même une attention à ces risques graves, une hypersensibilité à ces risques graves qu'il faut inculquer aux médecins pour qu'ils ne se disent pas, comme je l'entends, à jet continu, mais c'est rien, c'est un cas, j'en vois jamais. Eh bien non, nous sommes effectivement, nous sommes à l'autre bout de la lorgnette, et derrière, ça peut cacher, bien sûr, ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Irène, j'ai délibérément zappé la partie entretien avec la salle parce que comme tu restes avec nous, on va pouvoir te poser des questions tout à l'heure, mais j'aimerais pas qu'on termine cette heure d'entretien sans parler de la difficile notion des lanceurs d'alerte. Tu es le paradigme du lanceur d'alerte et notre pays est le paradigme de la non-protection des lanceurs d'alerte. Et j'aimerais un petit peu que tu définisses cette notion et que tu dises en quoi nous pourrions faire des progrès pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. Oui. Je voudrais juste finir une petite chose que je voulais vous dire, toujours à propos de l'argent, parce que ça rejoint la problématique des lanceurs d'alerte. Ça peut vous paraître anecdotique, et en réalité, l'argent donne quand même des clés. L'instruction du Mediator a permis qu'il y ait un certain nombre de révélations dans les médias. Alors, il y en a une qui m'a frappée. Un des cadres principaux du laboratoire mis en cause gagne plus de 100 000 € par mois. Alors,
100 000 euros par mois, je vous ai dit que une boîte de Mediator, c'était 5 euros. Donc, pour gagner 100 000 euros par mois, il faut vendre par mois 20 000 boîtes de Mediator. Alors, c'est un petit peu idiot ce que je vous dis là, ça va vous paraître peut-être anecdotique. Ça n'est pas tant que ça. Quand les profits sont considérables, les risques sont considérables et les risques de dérapage sont considérables. C'est extrêmement difficile. On n'est pas né forcément pour devenir un industriel délinquant, bien évidemment. Et d'ailleurs, mon propos, vous l'avez peut-être remarqué aujourd'hui, est bien plus âpre ou amer vis-à-vis du corps médical que vis-à-vis des industriels. Les industriels, ils font leur job. Leur job, ça n'est pas de redonner la santé aux personnes. Leur job, c'est d'avoir une certaine rentabilité, des comptes à rendre à des actionnaires, à des financiers, à des investisseurs et à des banques. Ils n'ont pas le droit de nous mentir. Non, mais ils n'ont pas le droit de nous mentir, on est d'accord, mais regardons quel est leur intérêt, puisqu'on parle d'intérêt. Les médecins, eux, leur intérêt devrait être exclusivement, effectivement, quel que soit l'intérêt de l'industriel, la santé de ses patients. Donc, on en revient au problème quand même des industriels et du risque de dérapage. Le médicament idéal, qui n'a aucun inconvénient, qui guérit tout le monde, qui est formidable, qui marche super bien, tout le monde il est content, c'est évidemment le rêve de tous, ce sont des intérêts convergents, mais c'est rarement le cas. Et lorsque les espoirs de tel ou tel médicament, parce que les industriels, ils n'ont pas une vie marrante, c'est compliqué, ils vont engager beaucoup d'argent, prendre des risques financiers énormes et se retrouver éventuellement face à des déceptions, à des imprévus, à un effet catastrophique qui va tout interrompre et qui va avoir des conséquences en cascade immenses. Il y a des risques pris. Il est bien évident que l'industriel a intérêt d'une manière générale, à garder le plus longtemps possible secret un certain nombre d'indicateurs, d'informations, le temps d'avoir un petit peu une vue générale de la situation, des risques pris et des risques à courir et des bénéfices attendus. C'est ce qui se passe aux États-Unis où les industriels du médicament calculent à la fois ce qu'ils vont engranger en termes de bénéfices, mais ils commencent également à provisionner ce qu'ils vont verser à des victimes au cas d'effets indésirables graves. Et lorsque ces risques d'indemnisation deviennent très conséquents, on va pouvoir aborder la phase d'arrêt de commercialisation du médicament. Et c'est un petit peu sur ces bases aussi que les choses peuvent se jouer. Ce que je veux dire, c'est que les industriels ont bien évidemment, pour de bonnes, souvent de bonnes, mais parfois de mauvaises raisons. Alors les bonnes raisons, c'est de ne pas se faire piller. C'est compliqué la recherche. Il y a de l'espionnage industriel. La bonne molécule, la bonne idée, c'est celle-là qui va effectivement être porteur de bénéfices. Donc les industriels, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, ont tout à fait intérêt à préserver le secret de leurs affaires. Alors pourquoi j'en viens là ? Parce qu'il y a quelques jours, vous avez peut-être entendu parler d'un amendement de la loi Macron qui est actuellement en discussion. Un amendement porté par d'ailleurs 2 députés du Finistère et qui dit, voilà ceci, si quelqu'un rend public des informations protégées par le secret industriel, c'est-à-dire toute information en fait qui n'est pas accessible publiquement et qui pourrait porter préjudice aux intérêts de l'industriel, toute personne dans cette situation-là pourrait être condamnée à une amende de 370 000 € et une peine de prison de 3 ans qui peut être aggravée, je crois, à 6. Ça, c'est finalement ce qu'on promet dans la future loi Macron, je vous rassure, ça a été retiré, à des futurs lanceurs d'alerte. Donc, la question des lanceurs d'alerte est la possibilité de mettre sur la place publique des éléments importants qui intiment au développement de produits, par exemple dans l'industrie pharmaceutique, les résultats des essais cliniques, les résultats des effets indésirables, patient par patient, pour qu'on puisse y accéder et qu'on puisse les connaître. Et finalement, la protection des lanceurs d'alerte passe d'abord par la prise en compte
que dans un certain nombre de domaines qui touchent et qui sont extrêmement larges, à la santé, à l'environnement, à la sécurité nationale, à tout ce que vous voulez, il faut évidemment que nous puissions avoir accès ou divulguer ces secrets sans se retrouver avec une peine de plusieurs années d'emprisonnement, parce que dans ce cas-là, on ne prend pas ce risque-là. Ça, c'est une première chose pour parler de la problématique des lanceurs d'alerte. La deuxième, la protection des lanceurs d'alerte est par définition quelque chose de compliqué. On ne sait pas qu'on est lanceur d'alerte. Ça n'est pas un métier, ça n'est pas une vocation. Vous avez bien compris qu'en ce qui me concerne, ça m'est tombé dessus sans que je n'en ai absolument pas la moindre idée. Comme je ne suis pas du tout kamikaze, avant de publier ce livre, j'ai été voir un avocat avec mon mari pour savoir s'il fallait qu'on se mette en séparation de biens, avec mon éditeur pour savoir comment il fallait qu'il protège ses affaires, etc., etc. Et les lois nous permettaient d'espérer peut-être des procès, mais que ça finirait par s'arrêter. On a eu des procès qu'on a perdus, qu'on a gagnés en appel, etc. Et finalement, ça se passe pas trop mal. Voilà. Donc il faut comprendre ce que c'est que la problématique, bien sûr, d'un lanceur d'alerte, et ça passe d'abord par la prise de conscience des intérêts des uns et des autres, et comment dire, de ne pas faire peser sur ceux qui ont à divulguer un certain nombre d'informations des risques tels que nous le promettait cet amendement, qui a été retiré depuis. Irène est inarrêtable, et heureusement, et je pense qu'en votre nom, on peut la remercier, mais on la retrouve tout à l'heure. Merci. Super. On va laisser là. Je suis désolée d'être aussi bavarde, mais bien évidemment extrêmement disponible pour répondre à toutes vos questions. Et voilà, on continue. On va laisser la place.